Imaginons un instant les plans d'une bâtisse absolument somptueuse. Sur le papier de l'architecte, tout est parfait. Des lignes avant-gardistes, des matériaux de toute dernière génération, une façade pensée pour faire l'admiration de toute la sous-région. Ah oui, on visualise très bien le genre de maquette qui fait rêver. Voilà. Et l'envie de voir ce projet sortir de terre est immense. Mais quand on inspecte le terrain brut, on remarque que le sol est encore très meuble et que les fondations, elles nécessitent un travail colossal avant de pouvoir supporter un tel édifice. C'est une excellente métaphore pour ce qu'on observe en ce moment. C'est exactement le sentiment qui ressort de l'impressionnante pile de documents que nous allons décortiquer aujourd'hui. Bienvenue dans Essentiel Express, l'émission qui rassemble, qui croise et analyse les sources pour notre public, afin d'en extraire vraiment la moelle. Tout à fait. Et aujourd'hui, notre mission est de synthétiser des dizaines de rapports financiers, de plans de développement économique officiels et des dépêches récentes de la presse pour comprendre si la trajectoire actuelle de la Guinée parvient à aligner ses immenses ambitions avec la réalité rugueuse du terrain. Parce que nous sommes en avril 2026, un mois qui marque un véritable tournant institutionnel, n'est-ce pas Sam ? Absolument. C'est la fin formelle de la longue période de transition politique. Le président Mamadi Doumbouya a été investi pour un mandat de 7 ans. Fort d'une élection validée à plus de 86% des suffrages, si je me souviens bien des chiffres de la Cour suprême. C'est ça. 86,72% pour être précis. Cette investiture clôture un chapitre d'exception pour ouvrir une nouvelle ère, qui est censée être celle de la stabilité et des grands chantiers. Et c'est justement là le point de départ de notre analyse. Le contraste entre les projections de l'État et le quotidien, en fait, c'est fascinant. D'un côté, les rapports nous décrivent une nation qui pose les jalons de méga-projets faramineux, dessinant une véritable métamorphose à l'horizon de 2040. Et de l'autre côté, quand on lit les documents administratifs et judiciaires, on voit une lutte acharnée pour assainir les finances publiques, organiser un cadre électoral apaisé et même définir les limites de la liberté d'expression. C'est toute la complexité de l'équation guinéenne actuelle. Comprendre comment l'État tente d'opérer cette bascule, comment il espère financer tout ça, c'est ce qui rend cette discussion d'aujourd'hui si cruciale pour ceux qui nous écoutent. L'enjeu, ce n'est pas seulement de rêver l'avenir, c'est de construire l'ingénierie étatique capable de le porter. Alors, entrons directement dans la mécanique de cette vision monumentale. Les récents documents du Conseil national de la transition détaillent ce fameux programme Simandou 2026-2040. Un programme dont les ordres de grandeur, honnêtement, échappent presque à l'entendement habituel. C'est le mot. On parle d'une architecture de 122 mégaprojets répartis sur 15 ans. Et l'investissement global s'est estimé à 330 milliards de dollars américains. Avec un objectif affiché de propulser la croissance économique à 10,3% et de créer plus de 5 millions d'emplois. Mais concrètement, d'un point de vue purement opérationnel, comment un État s'organise-t-il pour digérer et piloter une masse financière d'une telle envergure ? Ça paraît irréalisable avec les structures classiques. Tu soulèves le point essentiel. La réponse se trouve dans la transformation de l'appareil d'État lui-même. Les nouvelles lois adoptées ne se contentent pas de lister des chantiers, elles actent un changement de méthode complet. C'est-à-dire ? Absolument. Pour s'assurer que l'argent de l'extraction minière finance réellement les infrastructures productives au lieu de s'évaporer. Pour illustrer cette ambition auprès de notre public, j'aimerais qu'on s'arrête sur un exemple très précis mentionné dans les dossiers d'urbanisme. Le projet Dream City. Ah, Dream City, c'est la vitrine absolue du programme. Complètement. On nous décrit un pôle urbain gigantesque prévu à la périphérie nord de Conakry. 9250 logements. Mais ce qui retient l'attention, ce sont les procédés. Utilisation de matériaux comme la fibre de carbone et le déploiement d'une logistique lourde pour construire une autoroute 4x2 sur l'axe Sanfonia-Bawa. Et avec des équipements capables de remblayer 4 hectares par jour, ce qui est techniquement impressionnant. L'approche est intéressante, car elle se veut intégrée. Les partenaires devront implanter des usines de préfabrication directement sur le sol guinéen. Donc ce n'est plus juste importer des maisons en kit depuis l'étranger. Non, c'est une véritable tentative de transfert de technologie. Et en plus, l'État a prévu de conserver 50% du foncier de ses 650 hectares pour ses propres équipements publics. Ça évite la spéculation privée totale qui frappe souvent nos nouveaux pôles urbains sur le continent.
C'est vrai que sur le papier, c'est très séduisant. Mais revenons à notre histoire de fondation de tout à l'heure. Dans ces mêmes documents financiers, il est stipulé que l'État guinéen s'engage à financer 32% de ce programme global de 330 milliards. C'est un engagement colossal pour les finances publiques. Et c'est là que la citation de l'évêque de Bokeh prend tout son sens. Il a invité les décideurs à bâtir sur le roc et non sur des projets éphémères. Parce que quand on fouille dans nos sources, on tombe sur ce chiffre vertigineux concernant un manque à gagner dans le secteur minier. C'est le grand paradoxe de cette économie. Apparemment, une part immense des revenus ne rentre même pas dans les caisses. Et là, il faut m'expliquer, le mécanisme échappe. La bauxite, elle est physiquement extraite, elle quitte les ports, les navires sont pesés. Comment l'argent peut-il s'évaporer comme ça? C'est le cœur du problème. Dans le jargon économique, c'est ce qu'on appelle la manipulation des prix de transfert. Les prix de transfert, c'est-à-dire? Le mécanisme est redoutablement simple dans son concept, même si c'est très technique à prouver. La bauxite guinéenne ne disparaît pas physiquement, on est d'accord. Ce qui se passe, c'est qu'une société d'extraction vend cette bauxite à une filiale commerciale de son propre groupe. Une filiale qui est souvent basée à l'étranger, j'imagine? Souvent dans un paradis fiscal, oui. Et elle la vend à un prix dérisoirement bas. C'est sur ce petit prix de vente artificiel que la société paie ses taxes à l'État guinéen. Ah, je vois. Ensuite, cette fameuse filiale revend la même bauxite sur le marché mondial, mais cette fois au vrai prix fort. Elle empoche ainsi une marge colossale qui reste totalement hors de portée du fisc guinéen. C'est comme si un réseau de canalisation alimentait toute une ville, mais qu'une dérivation souterraine massive contournait le compteur principal pour remplir des citernes privées. C'est exactement ça. L'État a bien instauré un prix de référence pour contrer cette pratique, mais les récents rapports d'évaluation montrent que la consigne est très largement ignorée. Les chiffres de ces évaluations sont implacables. Quelles sont les proportions de cette fuite concrètement? Les proportions documentées sont alarmantes. Écoute bien, sur 13 sociétés minières passées au crible, seules 4 respectent le fameux prix de référence fixé par l'État. Seulement 4 sur 13, waouh! Oui, pour donner des exemples précis, tirés des rapports, la société Cobad n'a déclaré que 8,65% de la valeur estimée de ses exportations selon ce prix de référence. Le géant Chalco dépasse à peine les 30%. C'est effarant. Mais est-ce qu'il y a des bons élèves au moins? Oui. À l'autre extrémité du spectre, des entreprises comme GAC ou la SMB frôlent les 98% d'alignement, ce qui prouve bien que la conformité est, techniquement et commercialement, tout à fait possible. Et donc, quand on fait le calcul total? Le calcul du manque à gagner total pour le trésor public guinéen, à cause de ce non-alignement, s'élève à plus de 1,6 milliard de dollars américains. C'est le gouffre total. La contradiction est béante. D'un côté, on exige une mobilisation financière sans précédent pour la Dream City, et de l'autre, l'équivalent de plusieurs budgets ministériels s'échappe par cette tuyauterie défaillante. D'où la pression extrême sur l'appareil judiciaire en ce moment. C'est devenu une question de survie étatique. Oui, l'assainissement de l'économie n'est plus juste un objectif politique, c'est devenu une priorité sécuritaire nationale. Récupérer ce 1,5 milliard nécessite d'affronter des réseaux d'influence particulièrement enracinés. Absolument. Et les magistrats se retrouvent en toute première ligne de ce combat titanesque. Les sources judiciaires relatent d'ailleurs que le nouveau président de la Cour d'appel, Ali Touré, a révélé publiquement subir des menaces de mort régulières. Des menaces de mort pour avoir fait son travail en tant qu'ancien procureur de la CRIEF. C'est quand même révélateur du niveau de tension. La CRIEF, rappelons-le pour notre public, c'est la Cour de répression des infractions économiques et financières. Le climat décrit par nos sources judiciaires est littéralement électrique. L'ancien ministre de la Justice, Charles Wright, qui a été redéployé comme procureur spécial près de cette même CRIEF, a même prononcé des avertissements très durs. Il a suggéré que même des membres de la magistrature pourraient bientôt se retrouver sur le banc des accusés s'ils ne font pas preuve d'intégrité. Cette tension interne montre que l'exécutif tente de verrouiller son bras armé financier. Mais une justice sous pression, traitant de dossiers où se jouent des milliards de dollars, doit absolument asseoir son action sur une légitimité irréprochable et des institutions stables. Et c'est là que la dimension financière rejoint inéludablement la sphère de la gouvernance politique. Parce que pour porter des réformes qui bousculent autant d'intérêts jusqu'en 2040, le gouvernement a besoin d'une base populaire et institutionnelle solide. Exactement. Pourtant, quand on analyse l'agenda politique, on voit d'importantes zones de friction.
Parlons-en des élections. Les élections législatives et communales viennent d'être officiellement reportées au 31 mai 2026. Oui, et le motif premier de ce report est d'ordre socio-culturel. La date initialement retenue tombait le jour de la fête de la Pentecôte. Ce qui, dans un pays où la cohésion interreligieuse est fondamentale, posait un vrai problème. Les autorités ont procédé à cet ajustement, qui a d'ailleurs été salué par la communauté catholique de Nzérékoré. C'est une correction de bon sens, on est d'accord. Toutefois, au-delà de ce calendrier religieux, les observateurs politiques pointent des défis structurels redoutables dans la préparation même de ces scrutins. C'est ce qui ressort des prises de position de plusieurs acteurs de la société civile. Le recensement biométrique est décrit comme extrêmement laborieux, mais la question qui cristallise vraiment les tensions dans la presse politique, c'est ce fameux couplage des élections. Ah, le couplage, c'est un vrai sujet de crispation technique et politique. Comment expliquer techniquement les craintes soulevées par des figures politiques comme Mamadouba, qui redoutent carrément une catastrophe organisationnelle ? L'inquiétude repose sur la complexité ergonomique du vote. Le couplage, ça veut dire que le citoyen va se présenter une seule fois au bureau de vote pour élire simultanément ses conseillers communaux, son député uninominal et les députés sur la liste nationale. Donc, 3 votes en un seul passage. Concrètement, imaginons le processus pour un électeur, dans un pays où le taux d'analphabétisme est évalué autour de 80%. Il doit assimiler 3 logiques de scrutin distinctes, manipuler plusieurs bulletins différents. Le tout dans des infrastructures parfois sommaires et sous la pression d'une file d'attente qui s'allonge dehors sous le soleil. Exactement. La probabilité que cela génère un temps de vote interminable, de la frustration et surtout une explosion du nombre de bulletins nuls, elle est statistiquement très élevée. Si on en revient à notre terminologie de chantiers urbains, c'est comme concevoir un échangeur autoroutier ultramoderne sans avoir stabilisé le terrassement au préalable. C'est une très bonne image. Sans une maîtrise parfaite du fichier électoral et une pédagogie massive, les rapports préviennent d'un risque élevé de carambolage logistique le jour du scrutin. Cette fatigue face au blocage récurrent pousse d'ailleurs certains intellectuels à des remises en question radicales. Tu fais allusion à cette déclaration qui a beaucoup circulé dernièrement. Oui, celle de l'ancien professeur Ismaël Condé, qu'on retrouve dans plusieurs revues d'actualité. Il a affirmé que, je cite, « Le multipartisme est dangereux pour le continent africain ». C'est une phrase forte, symptomatique d'une certaine lassitude institutionnelle qui traverse une grande partie de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on remet en cause le modèle même. Face au dysfonctionnement chronique des processus électoraux qui sont souvent calqués sur des modèles extérieurs, une partie de l'intelligentsia s'interroge sur la pertinence du multipartisme intégral tel qu'il est pratiqué. Certains plaident pour des formes de gouvernance plus consensuelles ou plus centralisées. Mais pour trancher ce genre de débat existentiel, pour que la population accepte les règles du jeu, il faut un espace de discussion ouvert, ce qui nous amène inévitablement à la question brûlante du climat médiatique. Un climat que nos sources décrivent comme traversant une zone de très forte turbulence, en effet. D'un côté, l'architecture réglementaire évolue considérablement. La Haute Autorité de la Communication a fêté ses 33 ans et prépare sa mutation en CRCA, la Commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel. Le mandat de cette nouvelle instance s'annonce beaucoup plus large. Beaucoup plus large parce que le législateur s'adapte à une mutation technologique mondiale qui a des répercussions locales parfois très violentes. Pourquoi l'État ressent-il le besoin d'étendre la régulation de manière aussi drastique ? On parle de réguler les réseaux sociaux maintenant. Parce qu'aujourd'hui, la désinformation électorale, les discours de haine ou l'incitation au trouble public ne passent plus principalement par les ondes radiophoniques classiques. Ça se propage à la vitesse de l'éclair via les plateformes numériques. Et donc la future CRCA est censée faire quoi ? L'État cherche à se doter d'outils coercitifs et juridiques pour responsabiliser les acteurs du numérique, traquer l'anonymat malveillant et, selon le discours officiel du moins, protéger la cohésion nationale face aux étincelles digitales. C'est l'argument sécuritaire, celui de la protection du tissu social. Mais la lecture croisée des rapports internationaux sur les droits humains et des communiqués des syndicats de la presse offre une perspective nettement plus sombre. Ah oui, les chiffres internationaux sont sévères. La Guinée vient d'enregistrer une chute brutale de 25 places dans le classement mondial sur la liberté de la presse, se positionnant au 103e rang. Et les conséquences sociales sur le terrain sont rudes. Des groupes de médias historiques ont vu leur zone coupée. Exactement. De très grands groupes de médias audiovisuels de la place sont fermés, laissant d'innombrables professionnels sans revenus depuis près d'1 an maintenant. Et les observateurs pointent aussi des cas de disparition inquiétantes, comme celle du journaliste Habib Marwan Kamera.
C'est toute la subtilité et la dangerosité de la frontière entre la régulation et la censure. Les associations de défense des journalistes estiment que la célèbre loi de 2010, celle qui avait acté la dépénalisation des délits de presse et qui constituait une vraie fierté démocratique pour la Guinée, est aujourd'hui vidée de sa substance. La crainte exprimée dans plusieurs rapports, c'est que l'impératif de sécurité nationale et la régulation du cyberespace ne servent en réalité de paravent légal. Un paravent pour asphyxier économiquement et réduire au silence les lignes éditoriales trop critiques envers la gestion de la transition. Voilà. Et la question que soulèvent de nombreux analystes aujourd'hui, c'est de savoir si ce durcissement sert réellement à pacifier le débat public ou s'il s'agit d'imposer un récit unique, une narration sans contradiction de ce que doit être cette fameuse Nouvelle-Guinée. C'est une vraie question. Cependant, il est très intéressant de noter que la capacité de l'État à organiser la vie de ses citoyens ne se teste pas uniquement sur les plateformes numériques ou dans les salles d'audience. Elle se teste très physiquement, dans la rue. C'est-à-dire à travers la gestion des services urbains de base. Tout à fait. L'autorité de l'État, avant d'être virtuelle, elle est territoriale. Et sur ce front-là, on observe des initiatives d'inspiration très pragmatiques. Par exemple, une délégation de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique s'est récemment rendue au Bénin. Ah, la mission sur la gestion des déchets. Oui, l'objectif était d'étudier de très près le modèle béninois de gestion des déchets pour tenter de l'adapter au casse-tête chronique que représente l'insalubrité à Conakry. Pourquoi ce modèle attire-t-il autant l'attention par rapport aux modèles occidentaux qu'on a souvent importés pour rien ? Parce que le Bénin a réussi à allier l'innovation technologique à la réalité sociologique ouest-africaine. Au lieu de confier tout le ramassage à une seule multinationale étrangère, le système béninois intègre fortement les PME locales pour la précollecte dans les quartiers denses. Ce qui crée de l'emploi local en plus. Mais le véritable saut technologique, c'est la gouvernance centralisée. Le déploiement de puces GPS sur tous les camions de collecte. Ça permet à une cellule de contrôle de savoir en temps réel si un camion a bien effectué sa tournée et surtout s'il a déposé les déchets dans un centre d'enfouissement technique sécurisé. Plutôt que de s'en débarrasser illégalement dans un ravin ou un marécage, ce qui arrive si souvent. Exactement. Et c'est ce mécanisme de traçabilité implacable que Conakry espère répliquer. Et cette modernisation est d'ailleurs une condition sine qua non si l'on veut rendre crédibles les méga-projets immobiliers évoqués tout à l'heure. Le ministre de l'Urbanisme a été très clair sur ce point. Oui. Les déclarations sont sans équivoque. Les promoteurs de la Dream City ont l'obligation stricte de respecter des cahiers des charges environnementaux sévères, intégrant le traitement des eaux et la gestion des déchets. Sinon, l'État déchirera purement simplement leur convention. Ce qui est d'une bonne chose pour l'environnement. Oui, mais c'est là qu'on touche à un autre paradoxe. Au moment même où les autorités exigent cette excellence architecturale et environnementale, les rapports sociaux soulignent une urgence brûlante dans un tout autre secteur fondamental. Le secteur de l'éducation ? Exactement. L'éducation montre des signes de très grande fébrilité. Les documents sociaux rapportent qu'une puissante intersyndicale regroupant notamment le SNEA et la FSPE a déposé un préavis de grève très ferme avec un ultimatum fixé à la fin du mois d'avril. Le personnel enseignant réclame une amélioration tangible de ses conditions de vie et de travail face à une inflation qui reste persistante. Le télescopage entre ces différentes réalités est frappant pour ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas Sam ? Pendant que des experts chiffrent des investissements à 330 milliards de dollars pour le fer du ciment doux et imaginent des villes en fibre de carbone, les enseignants menacent de paralyser les salles de classe réelles. C'est une piqûre de rappel brutale sur ce qui constitue la véritable richesse d'une nation. Mais c'est aussi le paradoxe classique des économies en voie d'émergence rapide. C'est-à-dire ? Les infrastructures visibles, comme les routes et les bâtiments, progressent souvent beaucoup plus vite que le développement du capital humain et social. C'est très juste. Et pourtant, en parallèle de toutes ces tensions internes, l'État s'efforce de projeter une image de puissance et de sérénité au-delà de ses frontières. Oui, la diplomatie s'active énormément. Oui, les dépêches récentes célèbrent le retour de plein droit de la Guinée au sein de la CEDEAO, ce qui marque la fin de l'isolement diplomatique. Et sur un tout autre registre très symbolique, la présidence a publiquement apporté un soutien appuyé au cardinal guinéen Robert Sarah. Une figure d'envergure mondiale dont le nom circule dans les hautes sphères internationales pour la succession papale. Cette diplomatie d'influence, ça démontre une volonté féroce de réintégrer le concert des nations par la grande porte, de montrer que le pays n'est pas seulement un gisement minier, mais un acteur capable de peser diplomatiquement et moralement. C'est une stratégie de soft power très affirmée.
Il est temps à présent de rassembler toutes ces pièces du puzzle pour notre public. Si nous devions synthétiser la photographie de ce mois d'avril 2026, telle qu'elle ressort de nos multiples sources, on voit un pays engagé dans une course contre la montre. Une photographie tout en nuances, en effet. La trajectoire révèle des ambitions colossales censées remodeler la géographie économique du pays. Mais la réussite de cette vision dépendra entièrement de la capacité de l'État à boucher les trous de la passoire fiscale du secteur minier. Et elle dépendra aussi de sa capacité à mener à bien un processus électoral très complexe sans fracturer la paix sociale. Tout en trouvant un juste équilibre entre la sécurité de l'espace public et la préservation d'une presse libre capable de jouer son rôle de vigie. C'est un exercice d'équilibriste d'une complexité vertigineuse. Avant de clore cette analyse, il y a une contradiction précise soulevée par la lecture croisée de ces dossiers qui mérite vraiment de continuer à résonner dans les esprits. Laquelle ? Eh bien, les lois qui encadrent le méga-projet Simandou 2040 imposent de manière stricte ce qu'on appelle le contenu local. C'est-à-dire l'obligation de recruter Guinéens ? Voilà. Pour que ce projet de 330 milliards profite au pays, les consortiums ont l'obligation légale de recruter massivement des cadres et techniciens locaux. Mais si le système éducatif, qui est aujourd'hui sous la menace de grève générale, ne parvient pas à former des ingénieurs, des spécialistes en logistique ou en environnement de haut niveau, que se passera-t-il ? C'est là toute la question. La fameuse Dream City, pensée pour incarner le renouveau national, risque-t-elle finalement d'être planifiée, construite et habitée majoritairement par une expertise importée de l'étranger ? C'est une perspective qui donne vraiment matière à réflexion pour tout le monde. Le fer et la bauxite peuvent financer le béton, mais seul le capital humain peut bâtir une nation. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur des enjeux contemporains. Merci à tous de nous suivre. Si cette analyse a permis à ceux qui nous écoutent d'y voir plus clair dans l'actualité de notre époque, nous invitons notre public à s'abonner et à partager Essentiel Express. Que chacun reste curieux, qu'on continue d'interroger les certitudes et à très bientôt pour un nouveau décryptage en profondeur.